Bonjour à tous, bienvenue au 13e épisode de la sauce Bitcoin. Cette semaine, j'ai avec moi Juan Carlos, cofondateur de Spiralis, une compagnie de services technologiques au Mexique. Juan est un Bitcoiner très aguerri et très technique qui en connaît beaucoup sur le Lightning Network. J'ai eu la chance de connecter avec lui grâce à Twitter. On a discuté de plusieurs sujets techniques, surtout concernant le Lightning Network. On a discuté aussi également de la situation au El Salvador, mais aussi de comment le Bitcoin va évoluer au Mexique. Juan est un franco-mexicain, donc il parle super bien français, donc c'était vraiment un plaisir de m'entretenir avec lui et d'avoir une discussion un peu plus technique que je suis habitué normalement. Donc je vous invite grandement à écouter, ça va vous donner beaucoup d'informations. Donc merci beaucoup et bonne écoute. Bonjour, bienvenue au 13e épisode de la Sauce Bitcoin. Aujourd'hui, j'étais avec moi Juan Carlos, qui est le fondateur de Spiralis, une compagnie mexicaine qui offre des solutions Lightning et Bitcoin au Mexique et un peu partout à travers le monde. J'ai fait la connaissance de M. Juan Carlos car j'ai eu un problème de paiement avec Electra, qui est un magasin d'électroménager au Mexique et qui accepte le Bitcoin maintenant. Donc, j'ai fait un appel ouvert sur Twitter. Il m'a répondu, m'a donné ses contacts pour que je puisse contacter Electra. Donc, c'est comme ça qu'on a fait notre connaissance. Et là, j'ai vu que M. Carlos travaille dans Lightning Network et est très avancé dans ce sujet. Donc, je tenais à faire une, euh, une entrevue avec lui. Donc, bienvenue sur l'épisode. Monsieur, est-ce que je peux vous appeler Carlos? Est-ce que c'est correct? Ou... JC, Juan Carlos, Carlos, comme tu veux. Parfait. Donc, bienvenue et merci d'avoir joint le podcast. Merci à toi. Donc, un peu pour commencer, juste pour donner un contexte, est-ce que vous pouvez expliquer vraiment plus en détail qu'est-ce que Spiralis et c'est quoi exactement vos services que vous offrez? Est-ce que vous avez déjà Je sais que vous travaillez aussi avec des compagnies au El Salvador pour implémenter des solutions de paiement Lightning. Donc, c'est Oui, très intéressant. Donc, si vous pouvez en parler, ce serait oui, super. oui, pas de problème. En fait, Spiralis est une compagnie mexicaine fondée dans l'année 2005. Mais si tu veux, notre histoire est plutôt dans les télécoms. Nous avons développé plusieurs plateformes pour permettre les paiements de SMS et de souscription pour les opérateurs mobiles en Amérique latine, principalement América Mobile, qui a été notre client et qui est notre client depuis plusieurs années. Moi-même ayant travaillé pour eux dans les années 2000-2001. Alors, on était axé principalement dans tout ce qui est service de valeur ajoutée, c'est-à-dire tout ce que l'opérateur n'offre pas ou n'offrait pas de manière, comment dire, prioritaire. Alors, on faisait tout ce qui était SMS, les paiements pour ce qui était la météo, tout ce qui était avant l'iPhone et les téléphones intelligents. Donc, on pouvait fournir depuis les résultats de football jusqu'à les ringtones, jusqu'à tout ça. Et en fait, nous, on n'avait pas ces contenus-là. Nous, on n'a jamais fait du licenciement. On n'avait pas comment ça s'appelle? Oui, de licence de Disney ou n'importe quoi. Mais on faisait les plateformes et on fait les plateformes qui sont à l'intérieur de l'opérateur pour permettre d'envoyer ces messages et que l'utilisateur puisse les payer. Alors, ça allait depuis l'envoi d'une notification de ton compte en banque. Par exemple, tu as reçu un virement ou tu as fait un paiement en carte. Avant qu'il y ait les téléphones intelligents, ça se recevait par SMS. Ou ça peut être aussi la météo, ou ça pouvait être des jeux, ou ça pouvait être des souscriptions, un tas de trucs. Et nous, on était la plateforme au milieu qui recevait le contenu des propriétaires du contenu et qui l'envoyait à tous les utilisateurs. Mais on faisait ça à l'intérieur de l'opérateur, c'est-à-dire pour les fournisseurs, nous, on était l'opérateur. Nous, on était la plateforme qui faisait ça. Et on est ça encore aujourd'hui. Notre client principal étant América Mobile, on a fait ça en Amérique centrale, c'est-à-dire Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua. Et on a fait ça en Amérique du Sud, au Pérou, un peu en Colombie, dans les Caraïbes, République Dominicana et Puerto Rico.
Et on a fait ça ici au Mexique aussi, mais ici au Mexique, notre plateforme était à l'extérieur de l'opérateur, donc on faisait un peu l'enclenchement entre des fournisseurs de contenu étrangers et on les connectait aux opérateurs ici. Et notre arrivée, et donc c'est une boîte qui est surtout spécialisée ou qui était surtout spécialisée dans tout ce qui était transactions. Et transactions, je veux dire des millions et des millions de transactions par minute, parce que quand tu parles d'opérateurs qui ont 70 millions d'utilisateurs, ça fait beaucoup plus que ce qu'on connaît dans le monde de Bitcoin aujourd'hui et même dans la plupart des shitcoins qu'on puisse parler aussi. C'est-à-dire énormément de transactions et quelques-unes d'elles payées en temps réel. Et on a fait ça depuis, je sais pas combien, 15 ans, 20 ans, presque, parce que je faisais ça aussi avant pour l'opérateur. Et notre arrivée dans Bitcoin et dans les crypto-monnaies était un peu, pas de travers, mais c'était d'abord un intérêt propre, un intérêt personnel. Je suis dedans depuis quelques années, 5-6 ans. Et ça a été toujours un intérêt pour moi. Moi, je suis développeur d'origine, mais je ne le fais plus. Mais j'ai toujours bidouillé avec tous les serveurs. J'ai acheté les nœuds en normaux et les nœuds Lightning. J'ai toujours joué avec ça. Et j'ai quelques groupes de Telegram de gens d'amis à moi, pas des gens qui ont à voir avec l'écosystème du tout. C'est plutôt des personnes qui veulent apprendre un peu. Et au moment de l'arrivée ou de l'annonce du Salvador en tant qui annonce le Bitcoin comme monnaie légale, de cours légal, les gens de Claro, c'est-à-dire d'América Móvil, se rapprochent de nous et nous disent, étant donné que vous connaissez parfaitement nos systèmes, est-ce que vous pouvez intégrer quelque chose pour qu'en septembre, on puisse recevoir des paiements? Alors, on a accepté le challenge. Même si celui qui savait le plus c'était moi, et je crois que j'en savais pas beaucoup, mais je savais que c'était quelque chose qui était très faisable vu tout ce qu'on connaissait à l'intérieur de l'opérateur et vu les outils qui existaient. Alors, on a fait tout ça rapidement. Le chemin a été très vite décidé. On voulait utiliser BTC Pay parce qu'on avait vraiment beaucoup travaillé avec des projets open source auparavant. C'est ce qu'on a toujours utilisé. Et mes développeurs sont très très bons et connaissent bien les problèmes de l'opérateur, qui ne sont pas moindres. Et on a commencé à marcher avec ça a bien marché. On a été intégré à leur plateforme de paiement. On a mis un bouton en plus pour recevoir les paiements en Bitcoin. Et donc, nous, on reçoit le Bitcoin pour eux et on a quelques nœuds Lightning pour pouvoir fournir le service. Et voilà. Alors, à chaque fois qu'un utilisateur veut payer au Salvador en Bitcoin, ils ont décidé de ne pas le faire en chain. C'était nous qui leur avons recommandé parce que la plupart des paiements sont assez petits. C'est des paiements de $2, $5 maximum. Et aussi à cause de la vitesse on s'appelle du paiement. Alors, on utilise BTC Pay, c'est notre front-end pour l'utilisateur. Mais toute la partie derrière, c'est nous qui avons le nœud, c'est nous qui avons trouvé les sources qu'on s'appelle de liquidité. C'est nous qui leur aidons à les transformer en dollars, parce qu'évidemment, ils veulent pas pas évidemment, mais évidemment, malheureusement, ils veulent pas de Bitcoin, ils veulent des dollars. Et c'est comme ça que ça marche. On a eu quelques emmerdes au début, principalement pour la liquidité. Mais une fois qu'on a trouvé un peu le chemin, et étant donné que Claro est peut-être une des plus grandes entreprises au Salvador, c'est-à-dire l'opérateur de téléphone mobile, comme partout dans le monde, si tu regardes les opérateurs de télécom, sont toujours dans les 4 ou 5 plus grandes entreprises dans le pays, surtout quand c'est des entreprises qui ont vraiment la plupart du marché. Alors, on a eu la chance de pouvoir nous connecter à un canal de liquidité directe avec Chivo. Et alors, nous sommes connectés avec eux, nous avons d'autres canaux aussi, mais depuis qu'on est connecté avec eux, on a très peu de soucis avec les paiements depuis Chivo et ça marche. Au début, la quantité de paiements était assez haute. Aujourd'hui, ça a baissé. Je crois que les $30 que le gouvernement leur a donné ont été utilisés en bonne partie pour payer leur téléphone mobile. Et maintenant, nous sommes à peu près aux 50%, 40% de ce qu'on a réussi à monter, mais ça se tient, ça n'a pas beaucoup bougé.
Mhm. Et ça marche. Moi, je peux te dire que ça fait 20 ans que nous faisons ce genre de trucs techniques de paiement en général. Il y a énormément de paiements qui ne passent pas, mais je crois qu'ils ne passent pas parce que les gens n'ont pas assez de soldes sur leur portable. Alors, ils sortent un invoice de $2 Mhm. et puis ils n'ont pas suffisamment de dollars. Alors, bon, l'invoice, après 15 minutes, il périt, mais il meurt. Mais malgré ça, je suis assez surpris pour t'avouer. On a eu très très peu de temps comment ça s'appelle, d'arrêt. Et les fois qu'on a eu des temps d'arrêt, c'est pour faire on a changé de serveur, ou on a fait des upgrades, des trucs comme ça. Ça marche assez bien. Et la décision pour vraiment avoir votre propre nœud et votre propre liquidité, c'est venu d'où? Est-ce que c'était une grande question? Oui. J'ai cherché un peu partout et le voyage au Salvador en novembre pour la conférence a été très illustratif. J'ai pu connaître les gens de Bitrefill, donc j'ai des canaux avec eux. J'ai connu les gens de Liquid, une autre compagnie canadienne. On a ouvert aussi des canaux avec eux. Les canaux avec LNB ont assez bien marché au début. Tout ce que je te raconte, c'est avant d'avoir eu le canal avec Chivo. Parce qu'une fois que le canal avec Chivo, c'est presque la 80% des transactions. Mais surtout, et ça c'est quelque chose qui va te plaire à toi et qui va plaire à plusieurs personnes. Une fois qu'on a eu un problème avec la liquidité, c'est-à-dire on pouvait presque plus recevoir de paiement parce qu'on n'avait rien, j'ai lancé un appel dans les canaux de Telegram de Bitcoin et de Lightning et j'ai simplement demandé la liquidité. Il y a 2-3 personnes qui m'ont répondu, mais surtout une personne que je ne sais pas qui c'est. Il dit qu'il est en Corée du Sud. Je ne sais pas s'il est vraiment en Corée du Sud. Mais il m'a suivi dans tous les upgrades qu'on a fait. Aujourd'hui, malheureusement, je fais beaucoup moins de routing par lui parce que Chivo avale tout. Mais lui, il m'a donné ça et on a commencé. Et pour lui, 2-3 mois, c'était presque lui tout seul qui donnait toute la liquidité, les gens de LNBig. Alors, ce qu'on faisait, c'est que on avait notre nœud sur C-Lightning. Et je ne sais pas, et peut-être je vais dire une connerie, mais c'est très difficile de sortir les sats de C-Lightning. Tu peux les envoyer à notre nœud, tu peux faire du routing, mais les sortir des canaux, tu dois les fermer. Une fois que tu as toute la liquidité de ton côté, tu dois fermer le canal et en ouvrir un autre. Alors, c'est un peu chiant pour faire tout ce qui est l'administration et tout ça, c'est compliqué. Alors, on a décidé de passer sur un serveur de LND, qui aujourd'hui, à mon avis, marche beaucoup mieux pour ça. Pour tout le reste, je ne sais pas. Je sais qu'il y a une bataille énorme entre les deux équipes. Mais pour ce que moi, j'ai besoin, moi, si tu veux, je vois les nœuds en deux. Il y en a peut-être plus, mais je les vois un peu en deux fonctions. La fonction de routing et la fonction de commerçant, de recevoir de l'argent. Et leur travail est presque diamétralement opposé. Il y en a un qui veut recevoir, il y a des fois qui veulent garder le Bitcoin, mais ils ne vont pas le garder en Lightning, ils vont le sortir. Même eux, ils vont le mettre sur un cold wallet, ils ne vont pas le garder là. Ou des fois, ils vont le renvoyer de l'autre côté pour pouvoir avoir de la liquidité. Mais moi, je dois le sortir pour l'envoyer dans les exchanges pour avoir des dollars. Alors, mon boulot est complètement différent. Et on a trouvé que LND était mieux. Alors, on utilise LND et Lightning Terminal avec Loop pour sortir l'argent. Super fascinant. Nous, en fait, je ne sais pas si vous savez, mais Beau Bitcoin a intégré le Lightning comme un des premiers échanges. Là. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'échanges. Et on avait énormément il y avait beaucoup de paiements qui ne passaient pas au début. Je pense que même jusqu'à 50% qui ne fonctionnaient pas. En général ou au Salvador? Non, en général, c'est au Canada. Donc, il y avait beaucoup de problèmes justement de routing. C'était pas nécessairement un problème qui venait de notre part, mais ça s'est amélioré comme graduellement au fur et à mesure du temps. Et là, je pense que 80-95%, si pas plus, des paiements passent sans problème. Nous, c'est un pourcentage beaucoup plus bas, mais je crois que c'est
si tu veux, si je compare mon histoire avec les opérateurs mobiles et le pourcentage de paiements qui ont du succès est normal, c'est-à-dire sans Lightning, sans rien, avec Lightning, j'en ai 10 fois plus. C'est-à-dire les pourcentages de paiement dans les téléphones, dans les opérateurs en prépayé surtout. C'est des gens qui n'ont pas d'argent. Alors, les pourcentages, les gens, ils essayent d'acheter des choses même s'ils ne savent pas s'ils ont du solde ou pas. Alors, et là, on a presque 10 fois plus. Alors, je peux te dire que ce n'est pas le même produit, ce n'est pas la même chose, mais on est loin du 80%, très loin du 80%, mais je trouve que c'est pas mal. Il y a des fois où on s'approche au 40%, 50%, mais je trouve que c'est pas mal pour un service qui a 6 mois. Oui, c'est bien. Est-ce que vous avez des données internes sur les usagers qui essayent d'utiliser Lightning? Est-ce que c'est... Non, malheureusement, non. J'ai essayé de pousser un truc de mettre sur le wallet de Bitcoin Beach, j'ai essayé de mettre un bouton pour payer le téléphone de Claro. Et là, au moins, j'aurais pu faire une intégration différente et j'aurais pu savoir qu'il venait de Bitcoin Beach. Mais aujourd'hui, non, c'est les avantages de Lightning. On ne sait jamais qui c'est qui paye. D'ailleurs, je ne peux même pas savoir si une personne fait l'invoice au Salvador et le montre à sa mère par WhatsApp ou quelque chose et le fils ou la mère est aux États-Unis. Et en fait, l'invoice est payé aux États-Unis. On peut pas savoir. Même moi, je pourrais, tu sais, avec Zap, moi, je vois quand les invoices sont générés à chaque fois. Je peux cliquer sur Zap et je vois le code QR. Moi, je pourrais payer pour la personne qui est au Salvador et qui a fait ça. Alors, non, je ne sais pas. Mais vu la liquidité, je suppose que c'est Chivo qui a la plupart du marché. Et est-ce que vous avez un peu d'infos sur Chivo, justement, parce que je sais qu'au début, il y avait certains problèmes en général là, pour l'utilisation du portefeuille, mais vous me dites que, vous, quand vous êtes intégré avec Lightning Network, tout est fonctionnel, tout va bien, donc la partie Lightning Network a été résolue chez Chivo assez rapidement. Est-ce que vous savez comment ils ont fait pour rapidement régler ces problèmes? Ou... Non, j'ai pas de détails. Il y a des choses que je peux te raconter. Je sais que le fournisseur a changé. Avant, c'était une boîte et maintenant, c'est River Financial qui fournit la liquidité. Et je sais aussi que l'application, l'appli même a été retouchée par... C'était public, mais je ne connais pas le nom. L'appli même a eu une deuxième version. Donc oui, il y a eu plein de choses qui ont été faites. Et bon, tu dois savoir aussi, étant dans le monde technologique, d'avoir réussi à faire une première version en 3 mois, c'est vrai qu'il n'était pas terrible, mais qui tenait pas mal la route. Et maintenant, être où ils sont, moi, je crois que c'est pas mal. Alors oui, ils ont eu des problèmes, un peu de tout. Je crois ils se sont branchés à nous parce que Claro est très grand, alors c'était dans leur bénéfice. Et alors, moi, je crois qu'ils ont fait un assez bon travail, en fait, vu la quantité de problèmes qu'ils avaient. Et maintenant, pour moi, c'est difficile à dire parce que moi, c'est pas moi qui... Quand il y a des appels, quand il y a des paiements qui ne sont pas faits correctement ou des trucs comme ça, c'est pas moi qui reçois ces appels-là, c'est Claro qui les reçoit au Salvador. Eux, ils m'appellent simplement quand ils n'ont pas réussi à résoudre le problème. Mais on a rarement reçu un appel. Alors, je crois que la plupart des temps, ça ne marche pas parce qu'ils n'avaient pas de fonds ou il y a un autre truc. Donc, ou sinon, c'est un problème qui vient vraiment de Chivo. Et alors, moi, je ne sais pas. Mais au début, ça, je peux te dire, c'est que vraiment, au début, tous nos paiements passaient avec n'importe quel wallet, sauf Chivo. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, ça passe. Et est-ce que vous pouvez un peu raconter votre expérience suite à la conférence au El Salvador? Est-ce que vous avez des conclusions à tirer de ça? Comment vous voyez le développement du Bitcoin et son adoption en général suite à l'annonce du cours légal du Bitcoin? Est-ce que vous avez comme une opinion plus... Du point de vue... Comment te dire? J'étais aussi à Miami au moment de la conférence où cette loi a été annoncée. Et
pour te dire, c'est le genre mixed feelings. Je ne crois pas que Bitcoin ait besoin des politiciens. Je n'ai jamais eu vraiment confiance dans les politiciens en Amérique latine. Mais même avec ça, je ne sais pas si les intérêts de ce monsieur sont corrects ou pas. Il n'y a pas moyen de savoir. Je peux supposer qu'il doit avoir une bonne quantité de Bitcoin à lui-même. Mais, at the end of the day, je crois que ça va être quelque chose de bon pour certains Salvadoriens. Je ne sais pas si pour tous. Alors, moi, j'aime pas beaucoup la politique. Je crois qu'il y a un peu de maquillage dessus. Je crois que la façon dont ils nous ont reçus était vraiment... Je connais le Salvador puisque j'y allais avant de la conférence. Alors, j'ai vu qu'il y avait clairement des choses qui étaient un peu maquillées pour nous. Mais bon, c'est bien. Ils voulaient laisser une bonne impression. J'ai aimé la vibes à Bitcoin Beach. C'était quelque chose d'assez intéressant. Les gens y croient vraiment. Eux, ils ont vu un bénéfice et ils sont prêts à lutter pour ça. Donc, je crois que ça, c'est très bien. Forcer les entreprises, même si ça m'a donné un job, forcer les entreprises à recevoir de l'argent en Bitcoin, ça m'a paru un peu exagéré. Je crois que c'est un peu trop. Et il y a une chose que j'arrive pas à mettre le doigt dessus, et c'est un peu controversé, mais quand le gouvernement, et d'un autre côté, ils n'ont pas d'autre chance et ils n'ont pas une autre voie, mais au moment où un gouvernement, avec le système de Chivo, a les deux côtés de la monnaie, c'est-à-dire d'un côté, ils ont les clients et d'un autre côté, ils ont les fournisseurs ou les commerçants, ils peuvent contrôler tout. À l'intérieur de l'écosystème Chivo, ils te disent que c'est du Bitcoin ou des dollars, mais en fait, tu peux même pas savoir qu'est-ce qu'il y a. Et eux, quand toi, tu as Chivo et de l'autre côté, le commerce à Chivo aussi, tu ne peux même pas savoir si ce Bitcoin, en général, il n'a pas bougé. C'est un peu comme vous, comme un exchange. C'est une ligne d'Excel qui a passé d'un propriétaire à un autre propriétaire. Ils n'ont pas nécessairement ce Bitcoin dans un endroit. Et là, je crois qu'il peut y avoir un danger si l'adoption de Bitcoin est très grande chez eux et c'est Chivo qui contrôle la plupart. Ça va être un problème parce qu'ils ont les deux côtés et ils peuvent bloquer n'importe quand. Si tu veux, c'est un peu un CBDC sur Bitcoin. Donc le problème, c'est que c'est custodial. Non, pas seulement custodial. Ils connaissent toutes les transactions. Mm-hmm. Ils peuvent dire, Maciek, je sais que vous avez payé autant et que vous avez acheté ça. Vous, je sais que cette personne vous a payé. C'est exactement un CBDC sans faire le CBDC. Tu vois où est-ce que je veux en venir? Ah, absolument, absolument. Je vois ce que vous voulez dire, un peu le manque de transparence, puis bon, l'aspect custodial. Mais je tenais à préciser, en fait, nous, justement, en tant qu'échange, on est un des seuls d'importance qui n'est pas custodial, donc on garde jamais les fonds de Bitcoin de nos usagers. Donc, n'importe quelle transaction qui s'effectue sur notre plateforme, c'est une transaction Bitcoin. Parce que vous avez dit comme vous l'échange, mais... Non, pas vous, Bitcoin Bull. Je ne peux pas l'utiliser, je suis au Mexique. Mais les échanges, en général, ce n'est pas quelque chose que tu caches parce que c'est la façon dont ça marche. La plupart des gens, ils ont peur de garder leur Bitcoin. Alors, c'est comme une banque. Tout est dans l'échange. Et en fait, quand ça passe de l'un à l'autre, c'est normal qu'il n'y ait pas de mouvement de fonds parce que c'est con. Tu paierais des fees on-chain ou n'importe quoi. Alors, c'est toi qui passes la propriété de ces monnaies d'un utilisateur à un autre. Alors, moi, je crois que ça peut leur donner un contrôle et je crois qu'ils ne sont pas très transparents. D'un autre côté, je crois que les gens s'en foutent aussi. C'est vrai que le chemin le plus facile, c'est ce qu'on essaie toujours de prendre. Mais je crois que c'est un risque possible. Et Claro et d'autres grandes entreprises, ils ne nous l'ont pas dit, mais je crois que une des raisons pour lesquelles ils ont choisi de travailler avec nous ou de ne pas travailler avec Chivo, d'abord Chivo n'était pas prêt, alors ils n'auraient même pas pu travailler avec eux.
Mais c'est justement que eux, ils aient une façon de faire leur rapport de taxes, de faire tout ça. Parce que si tu avais tout ton argent sur Chivo, ils peuvent le geler, comme on a vu chez vous, et t'es foutu. Ils peuvent se servir les impôts tout seuls. Si eux, ils font la garde, les paiements, tout en même temps, c'est un système qui est un peu trop puissant. Alors, peut-être que je suis un peu paranoïaque, mais le cours des choses au Canada nous a montré que peut-être pas trop paranoïaque. Et donc, ce truc-là ne me plaît pas. Mais je crois qu'en fait, on va vraiment savoir dans une dizaine d'années s'il a eu raison ou pas. Aujourd'hui, c'est très difficile à savoir. Je suis vraiment curieux de voir ce qui va se passer avec le bond qui vont sortir. Ça, je crois que ça peut avoir beaucoup plus d'impact que le fait même de nous de recevoir des paiements en Lightning. Parce que ça ne fait pas beaucoup bouger l'aiguille de recevoir quelques dollars en Bitcoin. Et même si nous, on a un grand client, je ne crois pas que la quantité d'argent qui soit échangée en Lightning au Salvador soit énorme. Je ne peux pas savoir combien c'est. Peut-être les gens de Bitrefill doivent avoir une meilleure idée parce que ça fait plus longtemps qu'ils sont là-bas et ils couvrent un éventail un peu plus grand de services que nous. Mais je ne crois pas que ce soit énorme. Par contre, s'ils arrivent à vendre, comme ils disent, 5 000 millions de dollars américains pour leur bon Volcano Bond, ça peut être intéressant parce que, en fait, ça change les données à un niveau beaucoup plus macro, au niveau de l'IMF et tout ça. Il y a des pays qui vont voir que la seule façon de recevoir de l'argent n'est pas forcément d'aller sonner à cette porte. Il y a peut-être d'autres portes où ils peuvent sonner. Et là, je crois qu'il y aura beaucoup de gros bitcoiners qui vont acheter le bon, même en prenant le risque d'une perte, rien que pour le faire marcher, rien que pour donner une image et que ça peut marcher. Et quand ils disent qu'ils ont déjà souscrit la moitié ou plus, ça ne m'étonne pas. Mais il y a des gens qui ont tellement d'argent dans cet écosystème qui peuvent acheter le bon au complet sans vraiment avoir aucun problème pour leur portefeuille. Alors, je crois que ça va être très intéressant. Voir si un autre pays le fait. Je vois beaucoup de lobbying, justement, de la part de certains bitcoiners là, qui mettent beaucoup d'efforts là, pour promouvoir toute la situation à El Salvador. Là, ça a l'air intéressant. Oui. Revenons un peu à votre compagnie. Est-ce que ça vous intéresse tout ce qui est plus Sphinx Chat, transmettre non, parce que la façon que le système fonctionne en ce moment, c'est que vous recevez le paiement, vous notifiez Claro que vous avez reçu le paiement et eux, de leur côté, j'imagine qu'ils donnent les données ou le paquet de données qu'ils ont Oui. acheté. Mais il n'y a pas vraiment d'espèce de contrat, je dirais, intelligent, Lightning qui est en jeu. Dans ce cas-ci, on reste dans un peu le net traditionnel. Là, comment ça fonctionne plus en détail? Oui, c'est exactement comme tu dis. Au moment où ils ouvrent, comme le tweet que je t'ai passé, au moment où comment ça s'appelle, les utilisateurs ont besoin de faire un top-up, ils ouvrent la page, ils disent 2 dollars, 5 dollars ou n'importe quoi, ils cliquent dessus et il y a un endroit où ils disent payer avec carte de crédit ou payer dans un OXXO ou équivalent ou payer. Voilà. Alors, ils cliquent sur BTC. Au moment où ils cliquent sur BTC, c'est là où ça arrive vers nous. C'est là où nous prenons le contrôle dans notre serveur avec le BTC Pay et avec tout le reste. On leur montre le code QR qui correspond à ce prix-là. Et si ce code QR a été payé, d'un côté, nous, on regarde et on fait la validation que ça a été payé. Et d'un autre côté, eux, on leur dit, c'est bon, ce portable a payé cette facture, vous pouvez leur donner le service qu'ils ont demandé. C'est exactement comme tu as dit. Ça ne va pas plus loin. Pas pour l'instant. Et je ne crois pas que ça bouge pour le moment, et encore moins avec un opérateur de téléphonie mobile, parce que c'est vraiment des systèmes très, très grands et très complexes. Et je crois qu'au niveau technique, un des systèmes les plus complexes qui est, c'est le système de prépayé. Tu sais, parce qu'au moment où tu appelles, le solde, il descend. Et ça marche toujours en live. Ça ne marche pas comme ce que tu fais, ou comme moi je fais, ou comme Sphinx. C'est-à-dire, nous, en fait, ce qu'on fait, c'est
on a des paiements et on paye et ça nous laisse fonctionner autant pendant qu'on paye. Là, c'est à l'envers. Tu as un solde et quand ça arrive à zéro, il doit être capable de te couper. Donc, en fait, il doit être tout le temps en train de faire, comment ça s'appelle, de surveiller tous les téléphones dans le réseau. Et c'est une tâche assez compliquée. Alors, je ne crois pas que ça puisse marcher comme ça. Mais oui, on a vu Sphinx, mais pour d'autres raisons. J'ai des amis ici qui ont des podcasts. Et j'en ai un ami franco-mexicain aussi, qui a des gens pour parler avec les gens de Foundation. On a essayé au début de faire marcher Sphinx Chat, c'était un peu compliqué. Mais lui, il est en train de l'utiliser, ou il a commencé à l'utiliser. C'est plus pour de la recherche qu'autre chose aujourd'hui, parce que il y a, je me rappelle pas si c'était un pod ou... Oui, je crois que c'était Matt Odell avec Peter McCormack. Dans un pod, ils ont raconté leurs chiffres un peu. Et je crois que le pod qui reçoit le plus d'argent, c'est celui de RHR avec Marty et Matt. Et c'est cassé pas des briques. C'est-à-dire, c'était de l'argent, mais ils reçoivent encore... ils ont donné des proportions, donc pour moi, c'est difficile de savoir. Mais je crois que l'argent qu'ils reçoivent aujourd'hui par les sponsors est encore 10 fois, 50 fois beaucoup plus grand que ce qu'ils peuvent recevoir en Lightning. Et ça, c'est très révélateur parce que c'est un podcast qui va vers les gens qui savent comment l'utiliser et qui est peut-être un des plus grands. C'est deux des podcasts qui ont le plus d'utilisateurs, d'écoute. Alors, si même eux, qui vont direct vers le public cible, n'ont pas encore réussi à faire quelque chose d'intéressant en Afrique, je crois que ça va mettre un peu de temps. Mais sans doute, je suis convaincu qu'on va là. On va là, pas seulement pour le contenu, on va là pour les assurances, on va là pour plein d'autres choses. Pouvoir faire des micro-paiements comme ça, c'est incroyable. Mais je crois que ça va prendre un peu de temps. Je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, j'ai fait un épisode avec l'un de mes collègues parce que c'est lui qui s'occupe de l'editing du podcast et récemment, il a mis justement le podcast La Sauce Bitcoin sur toutes les plateformes de Lightning. Évidemment, on est très loin de l'auditoire de Marty Bent et de What Bitcoin Did et tout ça. Donc, mais le but, c'est un peu de commencer à jouer, évidemment, et pas nécessairement de faire de l'argent avec ça. Mais je suis d'accord avec vous, on va avoir besoin d'une espèce de phase où les gens se déshabituent de Spotify, de tout. Donc, ça va prendre du temps. Oui. Un truc qui aurait pu faire bouger l'histoire, ça aurait été que Joe Rogan passe aussi ces trucs. Mais même avec ça, je crois qu'on a besoin d'un coup de pouce un peu plus important. Et je crois que, pour être très franc, je crois que Lightning, c'est encore un peu pour les fous. Là, je suis en train d'essayer de faire marcher un Lightning Ring avec 11 autres amis. Et ça fait quelques jours qu'on n'arrive pas à le faire marcher et on n'a pas la moindre idée de ce qui marche et de pourquoi ça ne marche pas. On n'arrive pas à faire passer le solde de mois à mois en faisant tout le tour. On n'arrive pas à le faire passer. Donc, c'est quand même assez... On est au début de ce truc-là. Absolument. Ce serait quoi l'objectif d'un Lightning Ring, selon vous, de faire passer un message? Ce qu'on est en train de faire... Par exemple, dans ce Lightning Ring, mon nœud personnel est un peu plus connecté que les autres parce que je suis aussi connecté au nœud de Claro et je suis connecté à d'autres nœuds et ça fait plusieurs années que j'ai le nœud. Et c'est pour essayer de faire qu'il y ait beaucoup plus de routes pour faire passer un paiement d'un endroit à un autre, simplement. Donc, tu donnes un peu plus de résistance et d'options au réseau et c'est notre façon de coopérer. C'est même pas pour gagner de l'argent. Moi, j'ai vu il y a eu un moment où le nœud qu'on était en train d'utiliser à Claro faisait du forward de certains paiements parce qu'on avait des joueurs importants des deux côtés. Alors, j'avais les paiements, je les avais baissés pas mal. Après, il a fallu que je les change parce que les nœuds que j'avais derrière moi étaient en train de bouffer toute la liquidité de Chivo, qui avait des canaux très, très grands. Alors, il a fallu que je monte la sortie de mon nœud parce que je ne veux pas faire de l'argent. Donc, mon nœud, à un moment, n'était pas un nœud intéressant pour faire du routing. Mais
Mon nœud, pas celui de Juan Carlos, celui de Claro. Mais je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'argent pour le moment là-dessus. Il y a des gens comme Alex Bosworth qui est un type, je ne le connais pas personnellement, mais comme j'ai eu quelques emmerdes avec quelques-uns de leurs produits, il m'a montré comment utiliser Boss et il m'a montré comment utiliser Lit. Il y avait quelques bugs que je leur ai montré parce que il m'appelait, je leur disais mais ça ne marche pas, il me dit mais qu'est-ce qui ne marche pas? Alors je renvoyais tout ce que la console me renvoyait et on a fait un peu de debugging ensemble. Et ça me plaît beaucoup parce que je crois que comme on est au début du projet, moi qui est simplement un utilisateur, bon, peut-être que je sais un peu plus que les autres, mais je suis finalement un utilisateur. D'arriver à partager avec eux qui sont en train de faire les outils, ça me semble très sympa. Mais ça aussi, ça me dit qu'il y a quand même du chemin à faire. Et d'un autre côté, je crois que c'est incroyable la quantité d'argent qui bouge. Ouais, c'est fou. Je me rappelle, en 2018, je suis allé à Lightning Hack Day à New York. C'était vraiment là que j'ai commencé à aller dans les conférences Bitcoin. Puis justement, il y avait Alex Bosworth qui donnait une présentation sur toutes les possibles utilisations du Lightning Network dans le futur. Et c'était en 2018, donc je pense qu'on est déjà des années-lumière de ce que c'était déjà dans le temps. Et ça fait longtemps que je n'ai pas trop suivi ses tweets, mais je me rappelle que la dernière fois que j'ai vu ses tweets, puis il rapportait combien il avait gagné grâce au routing, c'était assez... Lui, il fait pas mal d'argent. Ça commence à être intéressant. Vous, justement, en ayant votre tête plongée dans tout ça, dans les serveurs, dans tout ce qui est liquidité, est-ce que vous voyez une tendance vers la centralisation du Lightning Network en général? Est-ce que c'est une préoccupation pour vous? C'est quoi que vous pensez de ça? De cette potentielle menace? Est-ce que c'est une menace ou... Non. Pour être franc, moi, je crois que presque tous les systèmes, pour être efficaces et efficaces, il faut qu'ils soient centralisés d'une façon ou d'une autre. Sinon, tu perds. Alors, tu me demandais pourquoi on est en train de faire un ring ou un cercle entre amis. C'est juste pour essayer d'apporter un peu d'excentricité à cela. Oui, il y a des risques que plusieurs personnes en parlent, c'est-à-dire le plus centré ou le plus localisé la liquidité de Bitcoin dans le Lightning va se trouver, le moins de comment ça s'appelle, de trucs privés tu pourras avoir. Oui, tu vas devoir passer par là. Mais d'un autre côté, si tu veux, je crois que c'est nécessaire pour que ça marche. Sinon c'est... Moi aussi, j'ai acheté la petite boîte de Nodl de Askuatu et de Keto Miner, je l'ai acheté au début. J'ai une de leurs premières machines qui marche encore parfaitement, aucune plainte. D'ailleurs, elle marche mieux que bien d'autres trucs qui ont beaucoup plus comment ça s'appelle, de services. Je suis curieux d'utiliser Start9, mais disons que la boîte qu'ils ont fait marche très très bien. Et c'était aussi en 2018. Alors, j'ai bidouillé avec ça, j'ai commencé à jouer avec ça. Et c'était presque impossible d'ouvrir un canal avec quelqu'un. C'était très compliqué. Et une fois que j'ai réussi à faire des paiements, j'ai dit c'est bon. Et après, j'ai laissé tomber. Et je l'ai laissé allumer parce que je l'ai utilisé pour autre chose. Mais ça a pris 4 ans, comme tu dis, oui. 3-4 ans, oui, pour que ça marche. Mais avant, c'était mes copains, ils se foutaient de moi et ils disaient non, t'es fou, ça va pas marcher, c'est juste un jeu. Et puis finalement, c'est ça qui nous a donné le contrat avec Claro, qui va pas nous donner des millions de dollars, mais qui est quand même très intéressant de voir, d'avoir de l'inside information, de voir que ça marche vraiment. Que c'est pas quelque chose qu'on me raconte. Je suis pas simplement en train de voir les rapports de quelqu'un d'autre. Moi, je vois que tous les jours il y a des paiements, je vois que tous les jours il y a des paiements qui passent pas. Je vois que les gens essayent, je vois les problèmes et j'ai vu les problèmes de liquidité. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Alors, oui, je crois que ça va être centralisé. Oui, je crois que ça peut donner certains problèmes de privacité, mais je crois qu'on peut arriver à la solution par ailleurs. Si tu commences à ouvrir les canaux par Taproot, si on arrive à un moment, si le onion routing sur Lightning est très intéressant,
je crois qu'on doit résoudre le problème de celui qui reçoit l'argent. Mhm. Celui qui l'envoie, je crois qu'il est assez protégé aujourd'hui parce que comme tu sais jamais combien de hops il a fait dans le paiement, je crois que celui qui envoie est assez protégé aujourd'hui. Alors, quand tu utilises Blue Wallet, évidemment non, parce que c'est eux qui ont gardé l'argent et au moins Blue Wallet, c'est ce que tu es en train de faire. Mais si c'est toi qui as ton nœud et c'est toi qui payes avec ton nœud, je crois que tu es assez tranquille. Je comprends. Mais ça viendra. Mais tu vois, on est patient. 4 ans pour en arriver là. Je crois qu'on peut attendre un peu plus pour que la Pour arriver aux qualité. conclusions. Oui. Mais c'est très intéressant. J'aimerais parler juste un peu du Mexique. Moi, je suis fasciné. Quand je suis arrivé ici, j'ai vu toutes les méthodes de paiement bancaires traditionnelles. J'ai été absolument fasciné. Le fait que tu puisses envoyer un code et retirer sans carte à un ATM sans KYC. Le fait que tu puisses envoyer de l'argent dans un OXXO n'importe où sans KYC. Moi, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Donc, j'ai Tu comme parles de tendance à... ça? Pardon? Tu parles de ça? Exact, exact. Exact. Euh, c'est d'ailleurs comme ça que je fonctionne au Mexique. J'ai un vendeur OTC ici. Je reçois ma paye en Bitcoin, puis je retire en argent. Donc, pour moi, c'est parfait. Et donc, on dirait que les Mexicains sont... Puis j'imagine qu'il y a des options similaires un peu partout à travers l'Amérique latine. Euh, donc, les Mexicains sont Je ne sais déjà pas. comme... Je Non? sais pas. Je s'arrête ici. Il y a un truc qui est assez surprenant du Mexique et je crois que tu peux faire un peu de recherche. Tu parles espagnol? Un peu? Je comprends beaucoup, beaucoup, mais Tu mon lis? niveau... Pardon? Tu arrives à lire? Oui, oui, j'arrive à lire. Donc, avec le français, je pense que c'est facile. Mais je m'inscris à une école bientôt pour arriver à un niveau d'espagnol Correct. conversationnel, professionnel, disons. Donc, je vais y OK. arriver. Je vais y arriver. Non, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas très, très connu dans le monde, mais le Mexique a un des systèmes de paiement les plus avancés au monde. SPAY, qui est équivalent au SEPA en Europe, marche très, très, très bien. Et malgré plein de merde qu'on a d'autres choses, d'autre côté, c'est vrai que les paiements ici marchent assez bien. Et tu sais d'où ça vient? Ça vient un peu aussi des téléphones mobiles, du fait que Mhm. les gens donnent 20 pesos. Alors, tous les OXXO et toutes ces industries qui ont payé les frais pour avoir des terminals, pour pouvoir recevoir des paiements pour les téléphones portables, une fois qu'ils sont déjà connectés, ils peuvent recevoir des paiements d'autres choses. Alors, quand tu vas à l'OXXO, si tu veux, il a ouvert sa terminale de paiement Mhm. pour Telcel. Puis après, ils ont reçu Movistar. Et puis après, ils ont reçu l'Usacell. Et puis après, ils ont reçu la CFE, l'électricité. Et puis après, ils ont pu Mhm. recevoir. Et ce qu'il y a, c'est que les intégrateurs qui sont derrière, ils ont commencé à leur fournir ce genre de trucs. Et c'est vrai Mhm. que tu peux aller payer à l'OXXO presque n'importe quoi. C'est absolument fascinant pour moi qu'il y a des mini-banques et des OXXO, il y en a à chaque coin de rue. Des fois, il y en a un en face de l'autre, puis on se demande pourquoi, mais c'est absolument fascinant. Fait que moi, ça me laisse croire que justement, les Mexicains vont peut-être être habitués ou vont apprécier des fonctionnalités de paiement de Bitcoin ou d'une Lightning Network qui pourraient apporter d'autres avantages. Est-ce que vous avez une opinion là-dessus? Comment vous voyez le Mexique en général adopter le Bitcoin? Est-ce que c'est quelque chose qui va se faire facilement, qui a de l'intérêt déjà? Il y a Salina, Monsieur Ricardo Salina, évidemment, qui est très vocal là-dessus. Donc, vous avez, et vous, en tant que Mexicain, évidemment, votre opinion Moi, je crois là-dessus. qu'il y a de gros risques, c'est-à-dire la loi n'est pas très claire. Elle est claire dans une chose, c'est que le Bitcoin est un actif, donc on n'est pas taxé à moins de le vendre, ce qui est déjà quelque chose de bien. C'est-à-dire si je suis un day trader food et je suis tous les jours sur Binance en train de faire des échanges, là, je ne dois pas payer d'impôts. Mais si je le sors et je le change en pesos, là, je dois payer des impôts. C'est à peu près l'une des seules choses qui soit claire ici. Si tu as un business, pour répondre à ta question, je ne sais pas si tu as vu l'annonce de Coinbase que tu pourrais envoyer des remises et les sortir dans l'Oxo. Ça, non, ça, je ne l'ai pas vu. Bon, je vais te l'envoyer. Coinbase a fait une annonce il y a 2-3 semaines Mhm. où tu pouvais maintenant envoyer des remises depuis les États-Unis, évidemment, Mhm. ou depuis ton compte Coinbase et tu pouvais les envoyer sur un Oxo. Ah, wow, OK. Wow. Et je vais te le passer tout à l'heure.
10 minutes après, Oxo a sorti aussi un relevé de presse qui a dit nous ne touchons pas au crypto, nous ne touchons pas à BTC. Donc, je crois que l'annonce est vraie, mais je crois qu'il y a au Mexique un échange, soit Bitso, soit Taurus, soit n'importe qui fait la dernière mille avec Oxo, et ça marche un peu comme Ellen Strike, qu'il n'y a pas, Oxo ne touche pas au Bitcoin. Je comprends. Alors, pour ta question, moi je crois qu'il y aura sans doute des Mexicains qui vont commencer à utiliser Bitcoin, mais ils ne vont peut-être pas le savoir. Un peu la philosophie de Jack Mallers, c'est-à-dire, je sais que c'est un peu, il pousse un peu là, mais je comprends pourquoi il le fait. Il dit qu'il y a deux Bitcoins, il y a Bitcoin la monnaie et il y a Bitcoin le réseau. Et je crois qu'ils vont commencer à utiliser Bitcoin en tant que réseau, sans s'en apercevoir. Un peu comme au Salvador, les gens qui envoient des dollars, les dollars ils sont envoyés par le réseau de Lightning et ils peuvent le recevoir sur le wallet de Chivo, et sur le wallet de Chivo ils peuvent l'échanger. Alors moi je crois que ça peut marcher au Mexique, et c'est vrai que les Mexicains ne sont pas très peureux, ils connaissent assez bien leur téléphone portable, ils savent comment l'utiliser. La pénétration d'Android doit être aux alentours du 90% du marché, donc c'est déjà quelque chose d'intéressant. Alors, mais tant que la législation ne change pas, je crois que ça va être difficile qu'il y ait une grande adoption. Si tu vois, il y a très peu d'exchanges ici au Mexique, et le plus grand exchange qui est Bitso, ils sont partis, c'est-à-dire ils sont partis, ils donnent du service au corps mexicain, mais Bitso en tant qu'entreprise n'est plus une entreprise mexicaine. C'est une entreprise qui est basée à Gibraltar. Toute la partie crypto est faite au Gibraltar. Et ici au Mexique, ils ont une subsidiaire qui je crois, je ne connais pas leur fonctionnement, mais qui, je crois, ne sert que pour recevoir l'argent et donner l'argent. Est-ce que vous aurez une idée pourquoi ils ont bougé? Est-ce que c'est vraiment à cause de la difficulté des régulations? À cause du manque de régulation, oui. Okay. Ils ont peur, ils ont une quantité de clients énorme. Alors imagine qu'il y a le gouvernement mexicain qui vienne et qui leur gèle tous leurs comptes. Ils ne peuvent pas. Alors de cette façon-là, ils ont mis une structure beaucoup plus haute qui se trouve au Gibraltar. Et comme ça, au moins toute la partie, tous les comptes de leurs clients, ils sont sains et saufs. Ils peuvent peut-être leur fermer leur on-ramp et off-ramp ici au Mexique, ça oui, ils pourraient le fermer. Mais c'est la seule chose qu'ils peuvent fermer. Alors le reste, le trading peut continuer parce qu'ils utilisent des stablecoins et autres trucs. Mais il y a d'autres exchanges plus petits ici qui n'ont pas fait ce saut-là encore, parce que c'est un saut qui doit être extrêmement cher en avocat et autre chose. Mais ça, c'est quelque chose qui, si tu vois, il n'y a pas beaucoup de fintech mexicaines ou qui utilisent Bitcoin par rapport à la taille du pays. C'est un pays très grand et on n'est pas beaucoup. Nous-mêmes, moi, avec ma boîte, on est en train d'essayer de faire ce que je t'ai dit, le point of sale de Ben Arc. Pour, tu sais, la petite boîte là, oui. avec le clavier. On essaie de faire une solution ici, mais on est en train de voir justement avec les avocats comment on peut faire pour ne pas tomber dans le money transmitter, truc comme ça. Je comprends. Alors, ça, je crois que ça peut être un grand problème. Mais nous sommes aussi dans un pays qui change assez vite. Et il y a un autre problème, à mon avis, c'est que le directeur de la Banque internationale de settlements. Les Mexicains, oui. Oui, les Mexicains. C'était lui qui était le directeur de finances ici au Mexique, du ministère des Finances. Donc, je crois qu'il y a encore pas mal de gens qui sont très proches à lui dans ce genre de poste et qui voient Bitcoin d'un œil un peu bizarre. Hostile. Oui, très hostile, parce que je ne sais pas les chiffres corrects, je ne sais pas si quelqu'un les connaisse, mais une grande partie de l'économie mexicaine est inconnue comment ça s'appelle, du SAT, de l'IRS, parce que ça marche en cash. Absolument. Alors, tout fonctionne en cash ou presque. Alors eux, ils voudraient bien tout contrôler. Ouais, je comprends. Et donc, ça ne m'étonnerait pas que le Mexique soit un des premiers pays qui vise un CBDC pour essayer de contrôler tout ça. D'un autre côté, les Mexicains aiment bien ces libertés. Et on a aussi tous les narcos
qui, je crois, qui seraient vraiment opposés à ce genre de mouvement. Alors, je Mhm. sais pas. Je crois que ça va très lentement, mais Mhm. on va y arriver. Et c'est une communauté assez grande quand même, mais c'est une communauté qui est plus crypto que Bitcoin, pour être franc. Mhm. Je ne sais pas si tu as eu cette impression là où tu habites. Ben, en fait, on va tout juste commencer d'essayer justement de faire des rencontres, de faire un peu un réseau. C'est sûr, dans les premiers mois au Mexique, j'étais en train de tâter le terrain un peu d'un point de vue sécurité et tout, mais je pense que là où j'habite, Querétaro, c'est pas un problème avec la quantité de compagnies étrangères, d'étrangers. Donc, je pense on se sent assez confiant pour commencer à faire une communauté plus ouverte. Euh, là-dessus, donc on va voir. Mais j'ai pas eu particulièrement l'impression que c'est plus crypto que d'autres parties du monde. C'est sûr que l'espèce de philosophie Bitcoin only est très présente aux États-Unis principalement, moins au Mexique, et Canada et tout ça, mais on va voir. Euh, Mais point de vue investissement, est-ce que vous voyez les Mexicains comprendre la théorie de l'investissement du Bitcoin? Oui. Vu justement, je sais qu'ici, pratiquement personne investit nécessairement dans des fonds de pension comme les Américains, les Canadiens. C'est vraiment plus, par exemple, l'immobilier qui est prisé en termes d'investissement, donc quelque chose de concret. Donc, vous, Ici, votre c'est impression, c'est l'immobilier. quoi? Ici, c'est C'est ça. l'immobilier, d'abord. Mhm. C'est vrai. L'or aussi. Moi, j'ai plus de 50 ans, mais je me rappelle mes oncles quand j'étais enfant, de les avoir vus, parce qu'ici, on a eu pas mal de dévaluation. Euh, et je me rappelle ma famille avoir, tu sais, des chaussettes avec des centenarios, c'est les monnaies en or du Mexique. Le Mhm. centenario, c'est une monnaie en or. Et, et je me rappelle que c'est avec ça, par exemple, qu'ils ont acheté un terrain une fois. Alors, ils avaient fait quand ils gagnaient de l'argent, quand ils avaient suffisamment pour acheter une monnaie en or, ils achetaient la monnaie en or et la gardaient sous le matelas. Et puis, une fois qu'ils en ont eu assez, ils ont pu acheter un terrain. Ça, je me rappelle ici. Donc le Bitcoin, en tant que concept, ils peuvent le comprendre assez facilement. Ce qui est difficile avec Bitcoin, c'est le truc technique et le truc, si tu veux, un peu faux, mais qu'est-ce qui est derrière, qui soutient le Bitcoin? Je crois que c'est la conversation la plus difficile avec certaines personnes. Mais Donc, sinon, c'est la confiance. oui, mais c'est comme toi et moi. Moi aussi, j'ai douté quand je commençais à le voir. Je me dis, mais merde. Mhm. Même si je comprenais techniquement, et plus ça avance, c'est vrai que plus je suis confiant que c'est un système. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, je ne sais pas si ça va vraiment aller où on veut que ça aille et on croit que ça va aller, mais je crois que la solution est d'une telle élégance qu'elle ne peut pas être ignorée. C'est-à-dire arriver à prouver que quelque chose est unique dans le monde digital, et unique et non copiable dans le monde digital, je crois que c'est impressionnant. Et ça a Mhm. forcément une valeur. Je ne sais pas si Mhm. la valeur c'est 40 000 comme on est tout de suite ou si 1 million après, je ne sais pas. Mais Mhm. ça a forcément une valeur parce que tu as besoin de ça en tant qu'humanité, pouvoir prouver que c'est un truc qui n'est pas qui est très difficile ou presque impossible à falsifier. C'est impossible à copier. Alors, mais on verra. Je crois qu'on est dans un moment très intéressant avec ce qui vient de se passer chez vous au Canada, avec, Mhm. Avec la Russie aussi maintenant. avec la Russie. Hein. Avec la Russie, on sait pas ce qui se passe. Moi, je disais à des copains, moi, je suis ni politicien ni rien du tout. Je suis, si tu veux, Monday morning quarterback, comme ils disent aux États-Unis. Mhm. Moi, je vois, ou je crois pas que ce soit impossible que les Russes et les Chinois fassent un autre système de paiement comme le SWIFT à eux, et qu'il y ait d'autres pays qui se branchent là-dessus parce qu'ils ont des intérêts, ils vont faire du commerce. Et donc, on aura à ce moment-là de grands systèmes fiat à travailler l'un contre l'autre ou l'un à côté de l'autre, si tu veux. Et c'est là que je verrais parfaitement Bitcoin au milieu pour avoir si tu veux, une troisième patte à la table
pour le faire plus stable. Et les gens qui veulent passer d'un système à l'autre, le faire à travers le système de Bitcoin. Comme ça, Bitcoin ne serait pas responsable de tout le commerce. Je ne crois pas que ce soit du tout prêt. Mais ça permettrait aux deux systèmes de travailler comme ils veulent travailler entre eux. Et au moment où tu veux passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire si moi je suis mexicain, bon, je suis plus près des États-Unis, alors c'est peut-être pas un bon exemple. Je suis un pays africain et je suis plus près de la Chine, mais j'ai besoin des choses qui sont en Europe ou aux États-Unis. Alors comment je fais pour passer de l'un à l'autre? Je passe au milieu avec un espèce de lightning un peu comme Ellen Strike. Mais au milieu, ce que j'utilise, c'est Bitcoin et comme ça, ils ne sont pas touchés. La liquidité de Bitcoin est assez grande aujourd'hui, même pour pouvoir passer de l'argent de l'un à l'autre, ce n'est aucun problème. C'est intéressant, ça. Là, je crois que ça pourrait marcher très bien. Et ça éviterait des problèmes. On serait tous contents. Les Américains seraient contents. Nous, on serait contents, les Chinois seraient contents, les Russes seraient contents parce que chacun a un peu son système. Alors, ils contrôlent ce qu'ils peuvent chez eux et le reste, ils ne peuvent pas le contrôler, mais ce n'est pas grave, ils peuvent faire du commerce avec. Super intéressant. Je n'ai pas pensé à cette. Parce que la théorie des bitcoiners, évidemment, ils vont essayer de dire que la Russie va adopter le bitcoin. Ben bon, je pense pas que ça va se faire du jour au lendemain. Donc, la théorie d'un système. Entre les Chinois et les Russes, ça ferait bien plus de sens. D'ailleurs, ça fait longtemps que leur échange interne entre eux est en train de se dédollariser. Je pense qu'ils sont rendus à une très faible proportion des échanges qu'ils font entre eux en dollars. Donc, ça ferait du sens qu'ils travaillent sur quelque chose potentiellement. Ça ferait du sens. Peut-être une dernière pensée. Là, il y a Ricardo Salina là, qui est vraiment vocal là, sur le Bitcoin. Est-ce que vous avez une opinion là, sur son personnage? Je sais pas si... Il a dit quelque chose de nouveau? Non. Non, mais c'est juste... il se prononce très régulièrement sur le Bitcoin. Donc, je voulais savoir un peu la perception de quelqu'un de local, de comment les gens le perçoivent. Est-ce qu'ils voient une bonne figure en lui? Un milliardaire qui a beaucoup d'entreprises. Est-ce que le monde sont inspirés par lui? Est-ce que c'est un peu comme un Elon Musk du Mexique? C'est quoi le Non, c'est un entrepreneur qui est né entrepreneur, c'est-à-dire sa famille avait déjà beaucoup d'entreprises. Il n'a pas commencé de zéro, si tu veux. C'est quelqu'un qui est très agressif dans ce qu'il dit, et ça, tu as pu le voir dans ses opinions, il est très fort. Et quand tu es déjà en haut, c'est un peu facile. Je suis très d'accord avec lui dans tout ce qu'il dit au sujet de Bitcoin. Je suis d'accord qu'il faudrait un peu lâcher la bête et voir un peu ce qui va se passer. Je sens qu'il a une idée de ce qu'il veut faire. Il a déjà dit dans son dernier entretien que le jour où ils ont annoncé qu'ils allaient peut-être faire quelque chose avec le Banco Azteca, il a reçu des lettres de toutes les autorités. Alors, les autorités le connaissent déjà à ce sujet-là. D'un autre côté, il y a une blague qu'on fait entre amis qu'au Mexique, tu peux vendre, si tu es une taqueria, tu peux vendre de Bitcoin, mais si tu es une fintech, tu ne peux pas vendre de Bitcoin. Parce qu'en fait, comme c'est un actif, si tu vends des tacos et tu vends du Bitcoin, tu pourrais le faire. Alors, pourquoi pas Monsieur Salinas Pliego, un jour, il a une monnaie comme ça, une monnaie avec un code QR, et ça vaut 100 sats, et il vend 200 sats ou 100 sats à Electra. Il pourrait rien lui dire. Il est en train de vendre quelque chose et pas faire du trading, ni rien du tout. Alors, je crois qu'il est en train de piquer le gouvernement, il est en train de chercher ce qui va se passer. Moi, personnellement, je ne l'apprécie pas trop parce je trouve qu'il est un peu agressif, mais il y a des choses il est un peu, comment dire, full of himself. Il aime bien le rabattre aux gens, il faut faire ça et je l'ai fait comme ça, et un peu comme si c'était simple. Je sais que c'est pas simple, je sais que lui il travaille, mais moi j'aime pas trop son discours. Mais je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il fait. Alors, mais aussi j'ai appris par exemple que dans ce monde de Bitcoin, il faut essayer d'apprécier les idées et d'apprécier les choses et pas forcément les personnes, parce que
il y a des personnalités qui des fois, ils vont de droite à gauche au milieu, ils ont des opinions très, très fortes. En plus, quand tu es en train de les lire et tu ne parles pas avec eux, ça donne une autre impression. Alors, non, il n'est pas tellement bien vu ici, parce que c'est un peu arrogant, sa façon de parler est un peu arrogante. J'apprécie les efforts qu'il est en train de faire, parce que c'est vrai que si lui, il arrive à faire passer quelque chose, ceux qui sommes derrière, nous pouvons nous en bénéficier. Alors moi, j'aimerais beaucoup que Banco Azteca me permette de faire l'achat et la vente de Bitcoin. Ça serait génial. Mais et je sais qu'il est en train de pousser, c'est sûr. Je sais aussi qu'il a une quantité de Bitcoin assez incroyable, parce que lui-même, il a dit qu'il en avait eu, après il a revendu, mais il est au courant. Ses premiers commentaires de Bitcoin sont assez vieux, 2013, 2014 peut-être. Donc, ça fait qu'il a, vu la quantité d'argent qu'il a, je crois qu'il en a mis un peu de côté. Alors, c'est un personnage un peu controversiel. Il y a des gens qui l'apprécient beaucoup, mais ça, c'est un peu comme partout. Hein. Les gens qui ont du succès, ils attirent pas mal de monde et pas mal d'opinions. Alors, c'est ce qu'il y a. Je suis content d'un autre côté qu'on ait quelqu'un qui soit un avocat comme ça. Il y a des gens qui disent qu'il est très près du gouvernement. Moi, je ne suis pas tellement sûr. Mais pendant la pandémie, pendant tous les lockdowns et tout ça, ces boîtes sont certaines des entreprises qui ont le moins envoyé les gens chez eux. Ils allaient quand même au bureau. Il était contre la plupart des mesures. Et il n'a pas reçu, je ne sais pas s'il a reçu beaucoup de plaintes de la part du gouvernement. Je crois qu'il est passé à côté. Alors, je crois qu'il est en train de jouer avec un équilibre un peu spécial là. Ben, moi, j'ai entendu dire qu'il est ami avec AMLO de proche, mais bon. Non, il le connaît certainement, ils sont proches, mais AMLO n'est pas tout seul à gouverner. Ouais. Et ce n'est pas forcément qu'ils soient d'accord. Alors, peut-être que cette amitié lui permet d'aller un peu plus loin que les autres. Mais Carlos Slim était aussi ami de AMLO. Et quand AMLO était, ou c'est ce qu'ils disent, et quand AMLO était gouverneur de la ville de Mexico, ils ont fait énormément de choses ensemble, Carlos Slim et AMLO. Alors, je ne sais pas. On verra. Mais pour l'instant, je crois que c'est un bon endroit où vivre ici. Et tant qu'on ne nous emmerde pas et que ce soit hors la loi, je crois que c'est déjà pas mal. Mais au niveau business, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué, je vois. Juste curieux, une petite question personnelle. Votre niveau de français est vraiment excellent. Vous avez vécu en France ou vous avez appris... Ok, d'accord. J'ai étudié au lycée franco-mexicain et j'ai fait l'université en France. Et la moitié de ma famille est française. Ok, je vois. Donc j'ai grandi en parlant français et espagnol en même temps. Ok, super. Et ma sœur habite chez toi. Ah oui, ok. À Querétaro. Je pense que c'est une ville. À Ottawa, au Canada. Ah, ben c'est plus chez moi. Mon nouveau chez moi, c'est Mexique. Donc. D'accord. Non, elle habite à Ottawa. Ok, d'accord. Oh, est-ce qu'elle était importunée par les truckeuses? Ça lui plaisait pas. Elle habite pas près du centre, mais elle me disait que là où elle habite, tu pouvais entendre les comment ça s'appelle, les camions qui faisaient du bruit. Mais là, par contre, elle travaille au centre-ville. Elle m'a dit qu'elle est plus emmerdée par les policiers aujourd'hui que ce qu'elle était par les camions au début. Ah ouais. Parce qu'ils ne la laissent pas passer. Il faut qu'ils fassent des 2 tours de ça. Il y a des contrôles de papier partout. Aïe. Ok. Ça ne m'étonne pas. Non, elle n'est pas contente. Moi, personnellement, là, j'adore le Mexique. Je trouve qu'il y a beaucoup de potentiel ici en général. Donc, j'espère que ça va continuer à se développer de la bonne façon. Évidemment, il y a quelques problèmes de sécurité, mais je pense que c'est facile à contourner. Ben, pas facile, mais c'est possible de le contourner avec un peu de... Bon. Je voulais... c'était vraiment une conversation fascinante, là, mais peut-être dernière question. C'est où que vous voyez votre entreprise Spiralis se diriger? Est-ce que vous voulez
devenir vraiment un pionnier. Vous êtes déjà un pionnier avec Claro. Est-ce que vous pensez à étendre ces services à d'autres opérateurs mobiles en Amérique latine? Est-ce que c'est dans les plans? Vu que vous avez déjà cette expérience-ci, est-ce qu'il y a une demande pour ça, un intérêt? Nous sommes en train de nous plonger. C'est-à-dire, au début, si tu veux, c'était simplement moi qui regardais ça. Puis après, j'ai mis quelques personnes de notre équipe à faire toute l'intégration avec Claro. Maintenant, on a plus de gens. Nous sommes en train de jouer avec le point of sale parce que je crois que ça peut être intéressant. Imagine ici, au Mercado, que tu vas acheter tes avocats et il y a des fois où même s'ils ont un portable, ils n'ont pas de solde, donc ils n'ont pas de données. Alors, pouvoir recevoir le paiement sur le petit truc comme ça. Alors, on est en train d'explorer ce chemin-là. On veut peut-être demander, pas nécessairement sur le label de Spiralis, parce que c'est une boîte qui est quand même un peu vieille et on a d'autres clients. Alors, peut-être qu'on va un peu tenter les eaux et on va voir comment ça marche pour voir si on peut faire un truc là-dessus et lever de l'argent pour essayer de. On connaît pas mal l'Amérique centrale et voir si on peut faire ça ailleurs, non seulement avec les opérateurs, parce que les opérateurs, il y en a 3 par pays. Alors, c'est pas énorme et ça ne fait pas un business. Alors, on va explorer, oui, on cherche et moi, je suis très optimiste sur Lightning à ce niveau-là. Et si on a un peu coup de pouce maintenant au niveau géopolitique pour que Bitcoin reprenne un peu la première page, ça va être intéressant. Donc oui, on veut le faire au Mexique aussi, mais nous sommes dans la phase exploratoire de quel genre de produit parce que, comme tu sais bien, le seul business qui rapporte vraiment de l'argent en Bitcoin aujourd'hui, c'est les exchanges. Et ce n'est même pas les exchanges comme vous qui ne faites pas beaucoup de trading, c'est les exchanges qui ont plusieurs monnaies. Un exchange comme les vous. Shitcoin Casino. Oui. Et bon, là je me garde une opinion parce que je comprends d'un autre côté que les gens veulent faire de l'argent. Je trouve un peu hypocrite des fois la position de Coinbase. Mais je connais ici à Mexico des gens des méga maxi de Bitcoin qui ont à voir avec un exchange. Pourquoi? Parce que aussi c'est la façon d'étendre le marché. Bitcoin tout seul ne peut pas le faire parce que c'est trop difficile à comprendre et parce que la plupart des gens veulent faire des paris. Ils aiment bien jouer, ils aiment bien faire je sais pas. Et de ce côté-là, c'est vrai que Bitcoin, c'est emmerdant. Ça bouge pas trop. Alors, j'ai du mal comment ça s'appelle, à l'accepter des fois, mais je sens que c'est un chemin. Moi, je suis passé par ce chemin-là aussi. Tu vois un peu les shitcoins, tu vois les ICO, tu vois Ethereum, et tu vois tout ça. Et c'est au moment où tu vois comment ça marche que tu comprends vraiment l'importance de l'autre. Alors, j'ai pas tellement une mauvaise opinion à ce niveau-là avec les exchanges, mais la seule chose que je sais, c'est qu'il n'y a qu'eux qui font vraiment de l'argent. Personne d'autre. Tous les autres business, ils doivent faire lever de l'argent. Mm-hmm. Vous, le Bitcoin, je ne sais pas combien vous êtes, mais ça peut être une boîte qui ne peut pas grandir énormément parce que ta surface d'attaque est plus petite. Alors, je ne sais pas, on verra. Mais je sais qu'ils ne font pas d'argent seulement s'ils vendent du Bitcoin ou pas. Les autres ici, ils font un peu plus d'argent là-dessus, mais même eux, ils ont commencé à vendre aussi de toutes les monnaies. Mm-hmm. Alors, non, c'est ça, oui. c'est un peu le dilemme. Nous, on est particulier dans le sens que je pense que cette décision de Bitcoin only, elle va rester ancrée à jamais un peu dans cette philosophie. Puis un peu grâce à ça, on arrive à se forger une niche, une clientèle de base assez solide qui ne jure que par Bull Bitcoin à cause de ces valeurs-là. Donc, on est 20 en ce moment, puis on grandit. Donc, ça va. Évidemment, on n'est pas Coinbase qui a plusieurs milliers d'employés, mais on fait ce qu'on peut. Mais je suis d'accord avec vous. C'est difficile de résister à la tentation de vendre des altcoins et tout ça. Donc, c'est très normal. Oui. Et je crois que c'est une phase du chemin. Peut-être dans quelques années, le public mexicain sera suffisamment connaisseur pour avoir besoin simplement d'un échange qui utilise que Bitcoin. Ou il y aura d'autres genres de services. Par exemple, si on arrive à faire marcher le point of sale là, on aura besoin d'utiliser comment ça s'appelle,
un exchange pour le passer en pesos. Ou soit on utilisera un exchange qui existe déjà aujourd'hui et qui a la licence pour opérer, ou soit il va falloir qu'on le fasse nous-mêmes. Alors, c'est n'importe quelle façon, je crois que c'est intéressant. Et oui, nous comptons rester là-dessus parce que c'est vraiment, je crois que non seulement c'est amusant, mais je crois qu'il y a vraiment une chance de changer comment ça marche. Quand tu vois une carte de paiement, ça passe 1, 2, 3, 4, 5, des fois 6 banques ou 6 comme ça s'appelle, institutions différentes. Et là, quand tu payes avec Lightning, sont les deux. Bon, au milieu, il y a le routing, il y a des fois des trucs comme ça, mais c'est vraiment beaucoup plus simple. Alors, par gravité, simplement, ça va devoir marcher à un moment ou à un autre. Alors, oui, on va continuer là-dessus. Et c'est vrai que pour ceux qui ont peur, et ça va peut-être être en détriment de ma boîte, une fois que tu t'y mets, c'est peut-être moins difficile que ce que tu crois. Mais la seule chose, c'est qu'il faut vraiment suivre parce que ça change tout le temps. Absolument. D'accord. Super. Peut-être un petit dernier mot de la fin. Moi, je suis un Canadien qui est venu au Mexique. Je suis tombé en amour avec le pays. Est-ce que vous avez des conseils à donner à des personnes comme moi qui voient beaucoup d'opportunités ici? C'est quoi que vous avez? Je crois que le meilleur, c'est venir et voir. C'est-à-dire, ils vont apprécier le taux de change s'ils viennent du Canada ou des États-Unis. Ils vont apprécier le climat, ni trop froid, ni trop chaud. Ils vont apprécier les gens sont assez simples. C'est pas trop compliqué le Mexique. La bouffe, si tu aimes bien manger, t'as pas mal de choix. T'es pas obligé à manger comment ça s'appelle, la cuisine mexicaine si c'est trop piquant pour toi. Et puis le pays est énorme. C'est pas la taille du Canada, mais c'est un très grand pays. Alors tu peux avoir un peu tous les climats. Moi, je suis à 1h30 de la ville de Mexico. Je suis dans les montagnes. Et ce matin, il faisait 8 degrés à peu près. Là, il doit en faire 20 dehors. Dans la journée, tu arrives à avoir presque toutes les saisons. Moi, je crois que, et en effet, il y a des trucs de sécurité, mais si tu arrives à garder un low profile et tu n'emmerdes pas trop les gens et tu demandes un peu où pas aller, ça peut marcher. Mais en général, en province, tu dois avoir moins de problèmes. Dans la ville de Mexico, il y a peut-être des quartiers où il ne faut pas fréquenter, mais en général, en province, je crois que tu peux aller un peu partout. Non, je suis d'accord avec vous. D'ailleurs, justement, vous avez rapporté un bon point. Tout le centre du Mexique, c'est un endroit c'est une région au complet que les gens n'ont pas tendance à penser directement quand on leur mentionne Mexique. Quand on mentionne Mexique au Canada, les gens pensent à Cancun, pensent à la plage, mais ils ne savent pas à quel point le pays est riche d'un point de vue culturel, culinaire et paysage et histoire et tout au centre du Mexique. C'est vraiment ça le vrai Mexique. Donc, moi, j'incite toujours les personnes à rentrer dans le pays, à visiter les villes parce que c'est absolument fascinant pour moi. Oui, le vol de Mexico à Tijuana, c'est-à-dire à San Diego, c'est 3h30 de vol presque. Le vol de Mexico à Cancun, c'est 2 heures. Donc, je sais que c'est pas la taille du Canada, mais c'est quand même grand, quoi. C'est vraiment un monde à part, c'est très loin. En fait, vous mentionnez le Canada, c'est que oui, le Canada est bien plus grand, mais le Mexique, moi je ressens comme si le Mexique était plus grand parce qu'il y a tellement plus de trucs à faire. Mais bon. Ah oui, ça c'est sûr, parce que oui. Parce que chaque ville pratiquement a son petit attrait ou les petits villages, peu importe. Moi, par exemple, il y a San Miguel de Allende à Querétaro, très proche. Il y a plein de trucs autour, donc c'est fascinant. Donc, mais bon. Donc, merci beaucoup. Je ne sais pas si on finit ça sur une bonne note. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment fascinant. Je pense que les gens vont aimer, surtout l'aspect technique et évidemment un peu plus expérience sur le terrain du Mexique avec le Bitcoin. Donc, merci beaucoup, Juan Carlos. C'était vraiment un plaisir. Merci à toi. Puis au plaisir. Si tu as d'autres questions, quand tu voudras, je peux t'aider. Parfait. Merci beaucoup. Mexique ou Lightning, n'importe quoi. Parfait.